Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à modéliser et texturer ce robot. Alors, dans mes précédentes vidéos, on avait déjà vu un petit peu tout le workflow, depuis la modélisation, en passant par la sculpture, et vite fait passer sur les UV. Justement, ça va être le sujet le plus important de cette vidéo, ça va être de faire des belles UV propres. Et donc, par la suite, le baking dans Substance Painter. Donc, maintenant, je vous propose de faire un exercice, de faire un petit robot comme celui-ci, un robot rétro style jouet. Pourquoi? Parce que en fait c'est simplement de forme assez basique, composée donc de primitives comme on appelle ça, donc des cubes, des cylindres, etc. Et on peut obtenir un résultat assez rapidement. Voilà. Donc j'ai ma référence, maintenant j'arrive dans Blender, je vais tout sélectionner, tout supprimer pour avoir une scène bien clean. Ou alors tout simplement je peux garder le cube en me disant que ça va me servir. Alors, je vais me mettre en vue de face, voilà, avec Alt, je vais activer Key Vise, comme ça vous voyez sur quoi j'appuie. Voilà. Alors, fun fact, on peut aussi cliquer sur les axes ici pour tourner la caméra. Là, je me mets en vue de face, je viens faire Shift A pour insérer mon image de référence. Voilà. Celle-ci je pense. Voilà, parfait. Alors, la chose à faire et à ne pas faire. La chose à ne pas faire, ce serait de se dire ah oui, je veux que mon image reste au milieu et donc je vais bouger mon cube et modéliser comme ça. Non. Moi ce que je fais, je préfère mettre mon image derrière, comme ça après je peux me mettre en vue de face et superposer les deux pour continuer à modéliser. Alors si je veux activer la transparence, c'est soit le raccourci Alt Z, donc là je vois mon mesh en transparence, soit alors on peut utiliser donc le Viewport Shading en wireframe, et là à ce moment là on n'est plus en transparence, on ne voit que le wireframe. Voilà. Le raccourci pour changer entre le viewport shading, c'est Z. Voilà, vous voyez que là je peux me mettre en wireframe ou alors en solide. Voilà. Là, je vais me mettre avec Alt Z en transparence et je vais commencer la modélisation de mon robot. Alors, je viens dupliquer les cubes, tout simplement faire le blocking de mon robot. Et pendant que je fais ça, je vais vous expliquer que, comme vous pouvez le remarquer, la référence est en vue 3/4 en fait. Donc c'est clair que ce n'est pas idéal, on aimerait plutôt avoir une vue de face et de côté, mais lorsqu'on fait de la 3D, on n'a pas toujours ce luxe, et donc il faut savoir s'adapter et interpréter les images en 3D. Alors comme vous voyez là pour l'instant, donc voilà, j'ai modélisé le blocking vraiment basique des différents éléments. Je vais copier ici là. Hop. Et donc pour contraindre un scale dans un axe, j'utilise le clic molette de la souris. Ça va plus vite. Et voilà, et donc évidemment je vais pas recopier la même chose de l'autre côté deux fois, je vais simplement utiliser mes modifiers mirror, en donnant en référence un objet qui se trouve au milieu, d'accord, ici par exemple. Alors ici je suis dans l'axe Y, voilà je désactive l'axe X. Alors le problème c'est que j'ai plusieurs éléments, donc si je veux le faire sur plusieurs éléments en même temps, ça ne le fera que sur le dernier. Voilà, vous voyez, donc à ce moment-là, en fait, la meilleure option, si on veut par exemple tout faire en une fois, c'est de tout sélectionner, faire CTRL J pour les join ensemble. Là, je fais mon modifier mirror. Voilà, sur l'axe Y donc, ok, voilà. Et après, si je veux reséparer, parce que là ils sont tous dans un seul objet, comme vous voyez, ils sont dans un seul objet, si je veux les reséparer, donc là je sélectionne tout avec A, je fais clic droit, Separate by Loose Parts, et là, paf, ils sont de nouveau séparés en différents objets. Ok, donc là j'ai mis à peu près tous les cubes. Ouais, je vais commencer avec des cylindres maintenant. Ah, donc mèche, cylindre. Vous voyez que pour l'instant je me préoccupe pas de faire des détails. Pour l'instant je fais simplement le blocking. Sur la tête. Alors, vous remarquez aussi que j'essaie de décomposer un maximum les objets, plutôt que de partir par exemple du torse pour extruder les bras, bah, je les fais en objets séparés. Ça donne plus de contrôle, surtout pour l'animation et les déformations. Ici, c'est justement l'intérêt de faire un petit robot, c'est que c'est justement plus simple à modéliser en pièces séparées, plutôt que de devoir essayer de tout garder en une seule pièce comme si c'était une créature organique par exemple, et que donc
pour faire tout ce qui est déformation, hein, au moment de l'animation. On n'aura pas à se préoccuper de ça. Alors ici maintenant, pour les oreilles, je vais dupliquer le cylindre. Alors pour faire une rotation avec R et puis le contraindre à un axe, vous voyez, avec CTRL, en fait, je peux le mettre bien droit comme il faut. Okay. Alors là, c'est à l'appréciation artistique de réussir à réinterpréter ce que je vois. Ah, alors, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Donc, vous voyez que par défaut, quand on crée un cylindre, on a ici un n-gone sur cette face. Alors, c'est pas dramatique, je peux très bien essayer de réparer ça. Alors, j'avais montré dans une vidéo précédente que si je me mettais en sélection de face, donc je sélectionnais cette face, avec X pour la supprimer, je peux très bien venir sélectionner le contour ici de l'edge avec Alt, et puis après faire une extrude, mais la laisser à sa position d'origine avec clic droit, et alors à ce moment-là faire un scale avec S, et puis alors là je pourrais essayer de fusionner tous ces points-là avec M, merge at center, bon voilà, c'est un peu long en fait. Eh bien, j'ai découvert un moyen plus rapide. Je vais simplement sélectionner la face, donc, voilà, et puis aller dans le menu face, poke, face, et là, paf, ça me fait le même résultat. Tant qu'on parle de face, alors je vais faire Shift H pour l'isoler, point du pavé numérique pour focus. Vous voyez que cette face-ci, donc, manque là, mais cette face-ci, en fait, n'est pas visible puisqu'elle est cachée à l'intérieur. Donc pourquoi est-ce que je la garderais? Ça ferait des polygones inutiles. Donc je vais simplement la supprimer. Voilà. Ça fera moins de polygones, ça sera plus facile à déplier en UV. Et donc pour celle-ci, Shift H, on veut avoir une belle topologie. Donc ici, la face. Celle-ci, je peux la supprimer, je m'en débarrasse, voilà. Ok. Celle-ci, pareil, les deux faces, là et là, sont inutiles, donc je m'en débarrasse. Voilà. Plus que celle-ci. Voilà. Ok, super. Voilà, donc ça c'est clean. Je vais pas refaire la même erreur une deuxième fois, donc maintenant je vais insérer un nouveau cylindre. Et vous voyez que lorsque je crée mon cylindre sans rien y toucher, vous voyez qu'il y a la petite box ici en bas à gauche. Je dis bien sans rien y toucher parce que si je fais ne fût-ce qu'une translation, paf, voilà, la box perd ses paramètres. Et même si je fais CTRL Z, vous voyez que la box disparaît totalement. Là je dois en recréer un nouveau. A, cylindre. Et donc là ici je peux changer le nombre de vertices, le radius, etc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, Cap Fill Type N-Gone. Donc c'était ce qu'on s'est retrouvé ici avec une seule face où il n'y avait aucun polygone dedans. Et moi ce que je veux c'est un Triangle Fan. Parce que là vous voyez, Shift H, voilà, on a bien un Triangle Fan au milieu des deux côtés. Donc ça va être mon bon cylindre qui va me servir par la suite. Si je viens ici par exemple, le placer au niveau du coude. Voilà. Okay. Je vais pas trop me préoccuper de ça, puisque comme vous voyez donc sur ma référence ici, alors le bras il est fusionné, puisque donc c'est un jouet évidemment, donc les bras et les jambes sont en un seul bloc. Et alors c'est ce que j'expliquais en cours, hein, où j'expliquais que ça dépend en fait ce qu'on a besoin pour la production. Est-ce que on va devoir l'animer, ce jouet? Alors si oui, est-ce que les bras doivent se plier? Parce que là actuellement, il ne pourrait pas en fait se plier. Hein. Même si j'ajoute, admettons que j'ajoute ici un edge loop. Alors, je vais juste cacher celui-là avec H. Voilà, vous voyez ici j'ai maintenant un edge loop et même si je rajoute encore plusieurs edge loops, hein, au moment où je vais vouloir plier le bras, enfin vous voyez ça va pas fonctionner. Donc enfin ça va mal fonctionner en tout cas. Ou alors il va falloir vraiment rajouter beaucoup de topologie. Donc moi ce que je propose ici, donc je pars du principe que c'est donc un objet qu'on va utiliser dans notre jeu vidéo, que ça pourrait être un personnage jouable par exemple, et qu'on a besoin que les bras puissent se plier pour pouvoir interagir avec les objets du monde. Et bien à ce moment-là, ce que je vais faire tout simplement, c'est prévoir les articulations. Et là, tac, Shift D, hop. Et donc là,
là maintenant, à ce moment-là, je pourrais le plier le bras sans problème, sans déformation. Voilà, ça c'est vraiment à l'appréciation en fonction du projet, puisque, admettons que si on était chez Pixar et que, pardon, qu'on devait essayer de faire un truc le plus fidèle possible à la référence, alors là oui, là je pourrais le modéliser en une seule pièce si je pars du principe que les bras et les jambes ne vont pas se plier. Mais bon, voilà, c'était simplement pour expliquer ce concept-là. Voilà, alors, la modélisation. Je fais ça un petit peu à l'œil, mais et le but ce n'est pas forcément de faire quelque chose d'extraordinairement magnifique, c'est simplement pour vous montrer le processus. Alors, on a ici donc une structure pour l'oreille. Error. Voilà. Alors, vous voyez que donc sur ma référence, en fait, c'est très simple à faire. Hein. Il faut simplement que je vienne sélectionner les faces ici. Alors, comment je peux faire pour sélectionner toutes ces faces-ci sans devoir les sélectionner une par une? Je peux en sélectionner une première et puis avec CTRL, vous voyez, il vient sélectionner tout ce qu'il y a entre. J'aurais pu faire ça, ou alors j'aurais pu rester cliqué sur l'outil de sélection. Ici on a le Select Circle, et là je peux venir peindre une sélection. Ça peut se faire aussi. Alors, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un Inset. I. Je vais quand même lui donner un petit peu de volume, voilà. Puis je vais faire une extrude. Et inclinaison, voilà. Puis un Inset. Etc. etc. Et lorsque je suis satisfait. Voilà. Alors. Vous voyez que traduire un concept 2D en 3D, c'est pas toujours évident, hein, donc il faut bien respecter les proportions. Si par exemple, je vais tricher, je vais utiliser le proportional editing, hein, donc une soft selection entre guillemets, pour venir, vous voyez, venir changer ma zone d'influence, pour essayer de récupérer des proportions. Quelque chose comme ça, on va dire. Ok. Ensuite, on a cette branche-ci, alors je vais simplement modéliser tout ça. Et avant de faire ma rotation, parce que vous voyez que donc sur la référence j'ai une boule ici au bout, je vais la laisser bien droite, ce sera plus simple à modéliser, je ferai ma rotation après. Ça peut aller super vite hein, une fois qu'on a l'habitude d'utiliser les raccourcis, comme dans un jeu vidéo. Alors la sphère, donc Shift A, je vais faire une UV sphère, voilà. Vous voyez que quand on crée ici, il dit Generate UVs. Alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que si on va dans l'onglet UV Editing, on y reviendra après, on peut voir que mon UV est déjà faite pour ma sphère. Ça va nous faire gagner du temps par la suite. Ça c'est une bonne chose, c'est pour ça qu'elle s'appelle UV Sphere, puisqu'elle a déjà des UV. Alors, je termine ma modélisation, et en fait, je vais quand même faire attention à une chose. Vous voyez donc les pôles, ça ce sont les pôles, hein, n'est-ce pas? Les pôles, ils sont orientés vers le haut. Dans ce cas-ci, bon, c'est par défaut, mais en fait, si j'avais fait quelque chose comme ça, bah, mine de rien, ça influence la manière dont la texture va être appliquée, puisque déplier une sphère en 2D, en UV, c'est un petit peu compliqué. Bref, alors, j'ai un mirror ici à faire, voilà. Ok, donc là maintenant, je vais sélectionner les trois, CTRL J, les join ensemble. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, alors, j'aimerais faire une rotation, mais comme vous voyez, vu que c'était la sphère, le dernier objet sélectionné, et ben quand je les join, tout l'objet a comme origine, donc le point orange, le centre de rotation, c'est le centre de la sphère. Mais ce que j'aimerais maintenant, c'est que le centre de rotation se trouve ici. Alors pas sur ce point orange-ci, mais sur ce point... Je vais faire quelque chose, je vais décaler un tout petit peu. J'aimerais que ça se trouve sur ce point-ci, précisément. Comment je vais faire? Alors, je vous introduis donc au curseur 3D. Vous voyez que par défaut, le curseur 3D, il se trouve au centre de la scène, et quand je fais Shift, clic droit,
je peux le déplacer. Alors qu'est-ce que c'est ce curseur 3D? Eh ben, c'est simplement là par défaut où les objets vont venir s'ajouter. Là si je me mets en Object Mode et que je viens ajouter un cube par exemple, vous voyez qu'il vient se mettre à l'emplacement du curseur 3D. Alors pour remettre le curseur 3D à sa position originale, au centre du monde, j'ai le raccourci Shift S. Et là on a un menu radial avec plein d'options et on a Cursor to World Origin. Et voilà, le curseur revient à sa position originale. Et donc moi ce que je voulais, ce serait pouvoir viser ce point là, ce vertex là, et faire Shift S. Et là je viens de dire Cursor to Active. Ou Cursor to Selected. Je pense que ça fait plus ou moins la même chose. Ah, donc là on a le curseur à cet endroit là, super. On passe en Object Mode, vous voyez que même si je sélectionne autre chose, le curseur 3D reste là. Je vais maintenant déplacer mon objet. Alors vous voyez que ici normalement il y a un petit côté aplati. Je vais le faire voilà, pour vous montrer. Donc je prends le loop cut, je reste cliquer pour le déplacer comme ça, voilà. Je viens en faire encore un deuxième juste pour donner de la matière à travailler. Je viens sélectionner avec Alt le contour ici, ok. Et là je viens faire un scale. Alors il y a encore ma zone d'influence, là vous voyez. Ça c'est le proportional editing qu'il faut désactiver, voilà. Donc le scale dans ce sens là. Paf, ça ne peut pas être parfait, c'est simplement le processus. Ok. On va essayer de rendre ça joli quand même. Quelque chose comme ça par exemple. Et donc maintenant, cet objet, il a son origine au niveau de la sphère, vous voyez que c'est son point de rotation. Je tiens à préciser aussi que si je passe en... Là je suis en Object Mode, si je passe en Edit Mode, que je sélectionne la géométrie et que je viens bouger la géométrie, vous voyez que en fait l'origine est restée au même endroit. Parce que c'est l'origine de l'objet. Et là je suis en Edit Mode et donc j'ai bougé sa géométrie, ses polygones. Mais l'objet, lui, est resté là. Parce que ça c'est en Object Mode qu'on gère ça. Ok, donc si jamais ça vous arrive, pour remettre l'origine au centre de l'objet, ça se passe dans Object, Set Origin, Origin to Geometry. Voilà. Et donc là maintenant, bon, je vais simplement le remettre en arrière, là où il était ici, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais dire, c'est... Plutôt, je vais dire Objet, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Il se trouve ici, là. Object, Origin to 3D Cursor. Paf. Voilà, donc là vous avez compris comme ça peut être pratique. Ok, là je suis content. Tant que je suis sur les petits accessoires comme ça, je vais vous montrer autre chose, parce que c'est assez sympathique aussi. Là j'ai un robot avec ce genre de choses, mais si j'avais un robot avec, ici comme vous voyez, un ressort en haut de la tête. Alors comment est-ce qu'on peut faire un ressort? C'est quand même une forme assez complexe à modéliser, donc comment est-ce que je vais faire? Alors, comme je dis toujours, il y a plusieurs moyens d'arriver au même résultat. Moi ici, je vais quand même vous montrer comment le faire, selon le résultat que j'ai obtenu. Alors, je vais me mettre en vue de haut, et je vais insérer curve de Bézier. Voilà. Alors, elle est ici, là, vous voyez, en mode objet, par défaut, d'accord. Je vais l'isoler avec Shift H. Voilà. Et si je passe en Edit Mode, vous voyez que maintenant j'ai accès à ces handles. Et là, ici, je peux venir changer ma courbe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre bien droit. Voilà, comme ça, avec CTRL. Ah, ok, donc là, elle est bien droite. Je viens en Object Mode, je viens faire une rotation. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais lui ajouter un modifier. Et vous voyez qu'on a un modifier Screw. Alors, voilà, quand je fais ça, en fait, il a généré un genre de plane. Puisque donc le screw, en fait, regardez, si j'augmente la taille, voilà, vous voyez ce qu'il a fait. Donc en fait, on a la courbe de Bézier, qui est comme un edge finalement, qui tourne sur elle-même, et en augmentant la taille, on obtient cette forme-là. Ok, donc là on est déjà bien. Donc je peux augmenter le nombre d'itérations aussi, voilà, pouf 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 pouf. Un peu too much. Quelque chose comme ça, c'est bien. Voilà, le rendre comme ceci. Voilà, alors, donc c'est toujours un modifier, hein. Ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de géométrie. Vous voyez que là en edit mode on a juste une curve. Donc je dois d'abord
appliquer mon modifier, mais il me dit attention, on ne peut pas appliquer un modifier sur une curve, il faut convertir la curve en mesh pour pouvoir l'appliquer. D'accord, alors très simple, clic droit, convert to, mesh, et là maintenant regardez si j'appuie sur edit, on a converti notre curve en mesh avec la géométrie, et le modifier s'est appliqué en même temps. Super. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir juste le ressort. Donc là, je vais faire Alt pour sélectionner le contour. Voilà. Je vais inverser ma sélection avec CTRL I comme invert. X. Je vais supprimer mes faces. Je me retrouve avec une bandelette comme celle-ci. Et alors là, je vais rajouter un nouveau modifier. Solidify. Pour lui donner de l'épaisseur, donc ici avec le slider thickness, vous voyez, je peux donner un peu d'épaisseur. À savoir que donc vous voyez que la vraie topologie elle est juste ici en dessous, il faut encore appliquer. Alors je peux pas l'appliquer en edit mode, je dois d'abord passer en object mode. Là je peux appliquer mon modifiers, et voilà, j'ai réussi à faire mon objet ressort. Vous voyez aussi qu'il est un petit peu bizarre là son affichage, et ben c'est simplement qu'il est en shade smooth. Si je le mets en shade flat, on va bien voir tous ces polygones. Je le mets en shade auto smooth, il va smoother tous les angles, comme vous voyez ici là, tous les angles de plus de 30 degrés. Bien modifier ça, voilà, modifier ça, je peux jouer avec. Ok. Super. Alors Alt H, hein, donc H c'est pour cacher un objet, Shift, Alt H c'est pour le remontrer et Shift H c'est pour l'isoler. Voilà. Ok. Alors moi ici je vais faire une interprétation artistique à ma sauce. Ça, je peux garder mon objet hein, puisqu'il est quand même sympa. Voilà. Hop là. Alors, vous voyez que là j'ai fait une rotation sur cet objet et si je veux faire un scale, alors là vous voyez que ça le déforme en fait hein, quand je le mets en scale vertical. Voilà, vous voyez il est tout aplati. Donc si je voulais que le gizmo, donc ces trois axes là, soient dans la direction de l'objet, alors l'orientation ici elle est par défaut, je vais la changer en local. Et voilà, vous avez vu que là du coup maintenant, on mon scale dans ce sens là. Pratique non? Pareil donc pour voilà, je change d'outil ici donc move, passe en local, là, je peux cliquer, voilà. Spiritual path. Spiritual path. Spiritual path. Ok, alors voilà, j'ai placé tous les éléments de mon robot. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc sympa. Alors, vous voyez que sur le bras ici, on a l'articulation qui se répète à plusieurs endroits. Ok, alors moi ce que je vais faire ici par exemple, ce serait de... et passe ici, alors je vais le faire avec un select circle. Vérifie bien voilà, d'avoir sélectionné les deux faces. Ok. Et donc si je fais par exemple donc un inset extrude, et que l'extrude il se fait pas dans la direction que je veux, là je peux faire scale. Ok, donc là j'ai fait ceci. Alors je pourrais maintenant le dupliquer pour remplacer l'ancien. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je le duplique, au lieu de faire Shift D, cliquer, vous voyez que maintenant après si je viens modifier, ça ne modifie pas l'autre. Si je voulais que mon duplicata soit influencé aussi, voilà, alors je vérifie, ok. Et ben au lieu de faire Shift D, je vais faire Alt D. Et là, regardez ce qui se passe si je viens modifier ça. Ça vient modifier également le duplicata.
un duplicata lié entre guillemets. Donc, voilà, donc Alt D. Alt D. lié. Les anciens. Et donc là maintenant, si je veux, eh ben, je peux refaire un inset et refaire extrude et ça vient l'appliquer partout. Super, non? Voilà. Alors, bon, je pourrais aller plus loin dans les détails, mais le but ici c'est de garder ça plus ou moins simple. Par contre, vous voyez que c'est finalement assez cubique, hein, tout ça. C'est le problème, c'est que vous voyez que sur ma référence, les bords ils sont un peu arrondis, alors que chez moi c'est vachement tranchant. Alors comment je vais régler ça? Eh ben en fait je vais faire un bevel. Donc là toutes les faces du cube sont sélectionnées. Vous voyez le bevel est ici. Je peux venir faire un bevel en restant appuyé sur le petit handle jaune. Et en fait tant que j'ai mon bevel activé, voilà, je vais le faire, hein. Comme vous voyez en fait le problème avec le bevel c'est qu'ici j'ai un triangle. Alors pourquoi c'est un problème? Eh ben parce que si je veux par exemple sélectionner un edge loop, là ça va. Mais en général, les triangles ont tendance à poser un peu des soucis. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Donc si je veux par exemple sélectionner tout l'edge loop ici, vous voyez que il n'y a pas vraiment moyen. Et puis aussi pour les subdivisions, c'est surtout ça en fait le problème, hein. Regardez, si je mets ici un modifier division de surface. Voilà. Alors vous voyez que ici au centre, il a eu du mal en fait à subdiviser les triangles. Et il a fait comme il a pu, hein, donc je viens appliquer ma subdivision. Hop. Je viens appliquer ma subdivision. Make object ah oui, un apply modifier, ok. Tant pis. C'est simplement les subdivisions, bah forcément s'il doit subdiviser un triangle, il va faire plus de triangles. Donc voilà. Bon. Donc, et aussi pour les UV, alors voilà, donc ça va être la prochaine étape, hein, les UV. Si je sélectionne le cube de mon corps ici par exemple, et que je vais voir un petit peu à quoi ressemblent les UV, editing, on a cette structure là. Ok. Si je mets UV 3D example dans Google, voilà. Donc vous voyez que lorsqu'on déplie un cube, eh ben, c'est comme un cube en papier. On va faire cette structure de croix et puis on peut faire un cube, donc c'est ce qu'on voit là. Alors je vais faire quelque chose. Je vais me mettre en layout et je vais afficher ce qu'on appelle donc le... Enlever le bevel que j'avais fait ici d'abord. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, ok, super. Donc, je vais lui appliquer un nouveau matériau. Je vais mettre un base color en image texture. Je vais cliquer sur le petit point jaune ici hein, pour changer en image texture. Puis après, je viens cliquer sur New. Et là, Generated Type, au lieu de blanc, je vais le mettre en UV Grid. Ok. On voit toujours pas l'aperçu tant que j'ai pas cliqué ici dans Viewport Shading Material Preview. Voilà. Alors comme vous voyez, bah, ce cube je l'avais dupliqué partout, et ben forcément du coup tous les duplicata de ce cube ont le même matériau. Super. Moi ce que je veux faire c'est que toute ma géométrie, et donc vous voyez que là tout est sélectionné en orange foncé, sauf que le cube est en orange clair. Donc c'est lui qui est entre guillemets l'objet sélectionné principal. Et donc maintenant, si je veux faire que toute ma géométrie ait le même matériau, je vais cliquer ici sur la petite flèche tout à droite, Copy Material to Selected, et là, paf. Donc, la UV Grid, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais la réexpliquer ici. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, sur les carrés de ma tête, ils sont tous bien proportionnellement carrés, un peu de choses près. Et il n'y a pas de déformation. Par exemple, si je prends ici, là, vous voyez qu'on a des carrés qui sont étirés, et donc déformés, etc. Donc ça va pas. La sphère ici, donc ça c'est les UV par défaut d'une sphère. C'est très compliqué de déplier une sphère, donc malheureusement on ne pourra peut-être pas faire grand chose.
Et alors aussi globalement, les carrés sont pas de la même taille. Vous voyez que la concentration des... Donc on appelle ça en fait... Je vais passer dans UV Editing maintenant. Donc sur un espace UV en 2D, ce que vous voyez ici. Ça c'est la grille des pixels de votre image 2D, d'accord? Hein, imaginez que chaque carré représente un pixel. Et donc en 3D, c'est le raccourci Z, Material Preview, voilà. En 3D, lorsque la texture 2D vient s'appliquer sur votre modèle 3D, du coup ça, c'est ce qu'on va appeler des texels, c'est des pixels de texture. D'accord? Donc vous entendrez faire référence aux texels. Et donc en fait, maintenant au lieu d'appeler ça des carrés, je vais appeler ça des texels. Les texels de cet objet-ci ne sont pas de la même densité que les texels de cet objet-ci, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le texel ratio. Ok, maintenant qu'on sait ça. Je vais sélectionner tous mes objets. Je vais passer en Edit Mode. Tout sélectionner avec A. Et là, vous voyez qu'on a déjà des UV ici, là. Sélectionné avec A. Et je vais tenter de voir à quoi ressemble tout ce qui est là. Donc, je vais aller dans UV ici. Je vais faire un Pack Islands. Alors le Pack Islands, comme vous le voyez, en fait il est venu packer toutes les UV qu'on a ici par défaut et il a essayé de les ranger comme il a pu, automatiquement. Ok. Je vais revenir dans le layout rapidement parce que c'est vrai que du coup je vais passer en lead. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Si je viens donc faire un bevel ici. Donc le bevel, le raccourci, c'est CTRL B. Je fais un bevel. Et donc là vous voyez que j'ai des triangles, hein, comme j'étais en train de l'expliquer ici sur les coins. Et bien maintenant si je passe en vue Material Preview, et donc que je viens dans UV Editing, je vais faire mon dépliage UV. Donc là je vais sélectionner les edges cubes. Voilà. Et donc je vais essayer de cacher les coutures aux endroits où ça se voit pas trop. Voilà, donc ici j'ai pas besoin de tout découper non plus, on va juste laisser comme ça, on va voir ce qui se passe. Donc je fais clic droit, marque seam, et donc un seam c'est une couture en anglais. Hein. Voilà, vous voyez que c'est surligné en orange. Et là maintenant je fais, donc, pour sélectionner tout un objet, il suffit de sélectionner un élément de cet objet, donc par exemple une face, et puis CTRL L, ou juste passer votre souris dessus, et si vous appuyez sur L, ça sélectionne tout l'objet. Ok, donc là en fait, il avait les UV par défaut du cube. Regardez ce qui se passe maintenant lorsque je vais le déplier, donc je vais faire U, Unwrap. Et alors ici, là, vous voyez que c'est pas tout à fait régulier. Vous voyez que ici, sur cet edge là, on a un angle. Alors, quel genre de problème ça peut créer? Vous voyez ici, là. Vous voyez déjà ici, cet axe-ci est désaxé. Les triangles ici sont pliés. Et donc ça, c'est à cause du fait qu'il y ait de la tension. Et pourquoi il y a de la tension? Eh bien, c'est à cause du bevel, donc, et des triangles. Alors ici je vous le montre sur un cube évidemment, donc c'est peut-être pas le plus logique à faire, puisque donc les UV de base étaient déjà bien. On revient en arrière. Voilà. Augmenter, exagérer les proportions. Vous voyez que même si je dépasse du carré UV, en fait il faut imaginer que ça se répète en fait à l'infini. Donc même si je dépasse, vous voyez que ça arrive quand même à avoir un résultat. Alors vous voyez que donc même sur les faces ici, les carrés sont bien, sur le triangle du coup ça va pas. Alors pourquoi j'ai expliqué tout ça? Parce que donc maintenant si je reviens dans Layout, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, jusqu'au moment de mon bevel. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais vous donner un truc que vous me remercierez plus tard. Vous allez tout de suite aller dans Edit, Préférences, pour les CTRL Z à l'infini. Ça se passe dans Système, enfin pas à l'infini mais voilà, la limite de Blender c'est 256. Par défaut je crois que c'est 32. Donc les Undo Steps, mettez-les au maximum. Alors, donc je vais refaire mon bevel et cette fois, quand je vais faire mon bevel, je vais faire un scroll, tac, voilà, pour avoir une subdivision. Vous voyez que je peux exagérer, hein, ne le faites pas, ça sert à rien d'avoir autant de subdivisions. Pourquoi je vais faire une subdivision? Eh bien tout simplement parce que déjà je me débarrasse du triangle, comme ça, tac. Je me débarrasse du triangle, mais surtout, voilà, j'ai un axe central ici maintenant.
lieu de devoir choisir entre cet axe-là ou cet axe-là, je prends. Et donc là, je vais dans UV Editing. Là, je viens essayer. On va voir le résultat maintenant. Est-ce que c'est mieux? Ah, ok, Marx. Unwrap. Ok, alors on a toujours malheureusement des déformations. Mais je pense que de toute façon, par défaut, dans Blender, le UV Unwrap n'est pas aussi efficace que dans d'autres logiciels. Hein, il y a clairement un meilleur logiciel pour faire ces UV, c'est Substance... Non, pardon, excusez-moi, c'est 3D Coat. Je vous montre un aperçu, 3D Coat UV. Voilà, donc 3D Coat, c'est quand même beaucoup mieux pour faire les UV, puisque vous voyez qu'on a toutes sortes d'outils. Alors malheureusement, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo. Mais les UV de 3D Coat sont quand même beaucoup plus confortables à utiliser. J'aimerais bien montrer un petit peu aussi le genre d'outils qu'on a, mais bon, peut-être dans une autre vidéo. Ici on va le faire dans Blender pour le jour. Alors du coup, en tout cas pour le cube, ce que je vais faire c'est que je vais laisser les UV par défaut qui étaient déjà corrects selon moi. Ok, alors je vais vous montrer autre chose. Là je viens tout sélectionner, vous voyez que les objets qui étaient en symétrie avec le modifier mirror ne sont pas sélectionnés puisque ce n'est qu'un aperçu pour l'instant, et tant mieux, puisque ces objets se répètent, je préfère d'abord faire les UV, et une fois que les UV sont bonnes, appliquer le mirror, et à ce moment-là en fait, eh bien, tout simplement ça vient mirrorer les UV aussi, et donc je gagne plus d'espace UV, plus d'espace de texture. Ok, alors je vais faire une UV automatique ici maintenant, U, Smart UV Project, et en fait là il va venir projeter un cube autour de mon modèle pour détecter toutes les faces pour découper les UV. Alors est-ce que je peux vous montrer, donc par exemple si je sélectionne cet objet-ci, voilà. Vous voyez ce que le Smart UV Project il fait? Il fait n'importe quoi un peu. Hein. Alors même si ça a l'air bien visuellement, en fait il est venu faire des cuts dans tous les sens. Là vous voyez même ici. En fait, il a découpé mon modèle un peu n'importe comment. Et donc vous voyez que par exemple ici, ce carré-ci n'est plus aligné avec ce carré-là. Donc ça veut dire qu'ici on a un UV Sim, et les UV Sim ça se voit sur votre modèle. Donc évitez le Smart UV Project, le mieux encore c'est de faire les UV à la main. Alors aujourd'hui ici je vais pas le faire. Je ferai peut-être sur une autre vidéo les UV sur un personnage organique, histoire de vous montrer ce que ça donne. Ici, pour l'instant, je vais pas trop chipoter. Vous voyez que donc ici, là par exemple, le pack UV a mis l'objet en rotation. Alors ça, bah du coup, vous voyez que du coup les texels sont déformés en rotation aussi. Donc là, je vais plutôt... Ah. Excusez-moi. Là, je vais plutôt sélectionner ça. Alors, vous voyez que je peux sélectionner les points, les vertex de mes UV. Je peux aussi ici sélectionner les edges. Je peux sélectionner les faces. Et là, je peux sélectionner les islands directement. Ça, c'est pratique. La rotation. Voilà. Et en fait, là, c'est le moment où, normalement, on peut venir essayer de gagner de l'espace UV. Alors, comment on fait? Eh ben, en fait, ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je vais par exemple essayer d'assembler ces formes-ci ensemble. Hop. Voilà, vous voyez que là, comme ça, déjà, je gagne pas mal d'espace. Après, le jeu, c'est de réussir à faire tout rentrer dans le carré. Donc, moi, ce que je fais, je sors tout, et je viens ensuite remplir par le coin inférieur gauche. Okay. Et donc là, c'est vraiment le jeu du puzzle, quoi. Alors voilà,
Vous allez me demander pourquoi je me suis amusé à faire tout mon rangement à la main. Eh ben tout simplement, alors ici c'est pas le meilleur exemple, mais vous voyez que j'ai gagné un petit peu d'espace UV en le rangeant moi-même à la main. Et alors regardez, je vais pouvoir donc augmenter la taille de mes UV, même un tout petit peu, ça peut faire une différence. En tout cas, le UV packing automatique n'est jamais aussi efficace que ce qu'un humain peut faire. La seule règle à respecter, c'est d'éviter que les UV se superposent. Alors pourquoi? Donc si je prends ici par exemple cet objet-là, ou là, oui, ok. Et que je superpose ça avec un autre objet, en fait, bah du coup, ça veut dire que à ce moment-là, à cette intersection, les couleurs vont se répercuter ailleurs en fait. Alors là, je n'arrive pas à vous le montrer ici, mais voilà. Évitez donc que les UV se superposent et donc garder toujours un espace entre chaque UV. Ici, là, voilà, il ne se touche pas, donc c'est bon. Ok. Donc maintenant, j'ai un objet qui a des UV. J'ai juste oublié ici, là par exemple, de faire un petit bevel, CTRL B. Rendre ça plus intéressant visuellement, ok. Voilà, donc j'ai des UV, super. Ça veut dire que je vais pouvoir aller modéliser maintenant. Voilà, donc j'ai mon objet avec mes UV, donc ça veut dire que maintenant je peux appliquer mes mirrors, donc CTRL J, oh non, CTRL Z, pardon. Donc là vous avez vu que là malheureusement va falloir que j'applique tous mes mirrors. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, make object data single user and apply modifiers, c'est parce que j'ai fait Alt D, donc je dois convert to mesh. Là maintenant c'est bon. Ouais, ok. Object, apply all transforms. Ok, donc là maintenant j'ai un objet avec des UV. Vous voyez que j'ai gagné un tout petit peu d'espace UV, donc je les ai redimensionnés. Vous voyez que ça augmente mine de rien sur l'objet à droite ici, ça augmente le texel ratio. Donc c'est quand même intéressant de le faire à la main et c'est quelque chose que même les machines ont du mal à faire en procédural. Il existe des add-ons pour faire des UV plus efficaces. Il y en a un par défaut dans Blender, je vous le donne. Donc ça se passe dans Edit, Préférences, Add-on. Et là je crois que ça s'appelle UV Magic. Voilà. Et en fait avec UV Magic active, vous voyez que quand je l'active et que je le désactive, il y a ici UV Magic qui vient s'afficher ici. Donc, UV Magic. Et alors je peux faire un pack UV. Oups, j'ai eu une erreur. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez que ça fait pas la même chose que quand je le fais à la main. Voilà. Il y a d'autres options, il y a d'autres add-ons qui sont mieux. Là pour l'instant je vais laisser comme ça. Donc j'ai mon objet avec ses UV, vous voyez que donc les objets en mirror en fait, maintenant je vais pouvoir exporter mon objet, file, export, FBX, ouais, et que donc je vais exporter uniquement les objets sélectionnés, et par défaut, dans géométrie ici vous voyez qu'il va appliquer tous les modifiers au moment que je vais exporter, donc j'ai pas besoin d'appliquer mes modifiers à la main. Donc je vais le nommer donc Robot Toy Low. Alors là c'est un low poly hein, puisque vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais peut-être quand même faire un exemple ici donc je vais me remettre en vue solide. Et vous voyez que donc vous voyez que ici on voit les faces en fait. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner, je vais faire
shade. Ou alors je vais tout sélectionner plutôt, je vais faire un modifier subdivision. Alors ça l'a fait uniquement sur la tête. Voilà. Vous voyez que donc là quand je fais une subdivision, euh, en fait on vient perdre un peu la forme. Alors on le compare mieux quand je me mets en mode edit. Là on voit donc mon low poly et mon high poly en dessous. Alors si je veux récupérer la forme, eh ben je vais sélectionner ces edges-ci. Edge loop avec Alt. Voilà. Hop. Voilà. Et là je vais faire un clic droit. Edge crease. Et là en faisant ça, vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Alors ici je vais peut-être pas faire mon edge crease. Clic droit, edge crease, shift E. Ok. Je vais peut-être pas le faire au maximum, je vais le faire un petit peu. Vous voyez que si je le fais au maximum, du coup, en fait, on vient enlever la subdivision sur ces faces-là. Et je vais le faire légèrement. Juste comme ça. Par exemple. Je vais augmenter le view, voilà, les subdivisions, ok. Ce sera peut-être plus visible si je le fais ici. Donc là, si je fais un division surface sur celui-là, voilà. Vous voyez comment les triangles, en fait, ont du mal à venir se subdiviser. Alors comment est-ce que je vais régler ça? Bon, je vais déjà faire un edge crease, on va voir ce qui se passe. Donc là si j'enlève ma subdivision, là vous voyez sur cet edge là j'ai le contrôle. Mais comment je peux le faire aussi? Eh bien je vais le faire avec un inset. Alors, je vais sélectionner mes faces. Hop, avec contrôle, voilà. Et là si je viens faire un inset, vous voyez que donc juste le fait d'avoir fait un inset, eh ben le bord sera plus net. Comme si je faisais un bevel mais à la main en fait. Voilà, et ici je vais venir donc faire mon crease. Ramener un petit peu. Parce que là vous voyez qu'il y a quand même une différence, c'est subtil hein, mais il y a quand même une différence entre le coin de la topologie low poly et la topologie subdivisée. Donc ici ça mériterait d'avoir un bevel afin d'éviter des problèmes de baking. Voilà. Ok, je vais pas le faire partout parce qu'ici l'objectif c'est juste de vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Ok, et donc je vais tout sélectionner, je vais faire un shade auto smooth. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors pourquoi est-ce que ça ici... Smooth. Ah, shade auto smooth. Là je dois venir jouer avec les valeurs. Voilà. 90 degrés. Ah, non, 85. Voilà, ok. Voilà. Et donc ça, je vais l'exporter. File export. FBX. Et ça va être mon mid poly. Alors pourquoi un mid poly et pas un high poly? Eh bien parce que maintenant si je veux pouvoir ajouter du détail sculpté sur mon modèle, je peux très bien prendre ce modèle et l'exporter vers ZBrush. Alors je vais le faire juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Pendant que ZBrush se lance, ici je vais aller sur Google Images, je vais taper ZBrush Alpha Scratch. Ah. ZBrush s'est lancé. Alors je vais prendre ici une alpha comme celle-ci par exemple. Je vais la télécharger, donc il s'agit d'une image en noir et blanc qui sert de masque. Ah. Alors, je vais prendre une sphère de base, juste histoire d'avoir un objet sur lequel commencer. Et je vais venir importer dans le bureau voilà, mon robot toy mid. On va importer les caméras. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, en fait, à chaque fois j'ai une erreur cannot find texture map. Et il m'importe chaque objet séparément en subtool séparé.
Voilà, bon, ok, j'ai mon robot. Alors comme vous voyez, je vais allumer mon polyframe. Chaque objet est séparé. Là maintenant, si je veux, par exemple, vous voyez que ma subdivision s'est appliquée sur ma tête. Ok. Alors là, je suis à 13 000 points juste pour la tête. Et je vais venir dans géométrie. Je vais venir faire quelques divides. Là, je suis à 220 000 points. Là, si je fais delete lower, regardez là, paf, la géométrie s'est appliquée. Je vais encore le faire une fois. Voilà. Et donc là maintenant je suis à 800 000 polis. Alors pourquoi j'aurais besoin de tellement de polis pour pouvoir avoir un cube? Eh ben en fait parce que maintenant je vais venir importer mon alpha. Elle est là. Voilà. Et je vais me mettre en mode drag rectangle avec une broche standard. Et regardez, maintenant je peux venir donner du détail. Alors par défaut là ça ressort, donc je vais appuyer sur Alt pour le faire rentrer. En fait sur l'alpha, tout ce qui est en blanc, là par exemple va être en add et tout ce qui est en noir va être... pardon, tout ce qui est en blanc va influencer la topologie, tout ce qui est en noir ne va pas influencer la topologie. Donc là je pourrais même encore faire un divide. Bon là je suis à 3,5 millions juste pour la tête. Voilà. Mais vous voyez ce que ça donne. Okay. Alors là je vais le faire rapidement, c'est juste pour vous montrer, voilà. Admettons. Ok. Je vais pas le faire partout, c'était juste pour vous montrer que donc ça maintenant ça va être considéré comme étant mon high poly. Parce que là on est à 3,5 millions quand même. Alors si je voulais exporter mon fichier sans qu'il pèse trop lourd, puisque 3,5 millions quand même c'est beaucoup. Alors ce que je vais faire c'est que, ici en l'occurrence c'est cet objet-ci qui pose problème. Hein. Je vais aller dans les Z plugins. Là par défaut Z plugin, je vais le mettre ici dans mon divider. Et je vais aller dans Decimation Master, cliquer sur Preprocess Current. Donc là il va calculer la surface du cube de la tête. Voilà. Donc après 34 secondes, puisque 3,5 millions c'est lourd, hein, vraiment le but maintenant c'est qu'on va faire une décimation, Decimate Current. Voilà, donc on est passé de 3,5 millions à 700 000. On pourrait même descendre plus bas dans les pourcentages, Decimate Current. Mais ce que je vais faire c'est que je vais recalculer la surface actuelle. Et là au lieu de 34 secondes, comme vous voyez ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant ça a pris 4 secondes. Et là je peux refaire un Decimate Current. Et là on est passé à 29 000. Et vous voyez que si je reviens en arrière, si là voilà, donc ça c'est le résultat à 3,5 millions, pardon, 3,5 millions de polis. Et là maintenant, avec 29 000 polis, on obtient quasiment la même chose. Donc la décimation est quand même vachement puissante. La seule différence c'est que vous voyez que maintenant la topologie, c'est des triangles dans tous les sens. Mais limite ça, c'est pas grave. Parce que la structure en elle-même est toujours la même. Alors je vois quand même ici, on a quand même un énorme creux ici. Ça risque de peut-être poser des soucis au moment du baking des normal maps. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais maintenant exporter tout ça. Donc ça va s'appeler... je vais l'exporter en FBX. Robot Toy. Et donc ça c'est mon high. Donc là, c'était vraiment finalement, voilà, je vais prendre tout ce qui est visible, ok. Pas tout ça, non, on veut objet, ok. Donc en fait, le mid poly était vraiment transitoire. C'est simplement de passer entre le low poly, de faire des subdivisions et tout ce qu'on veut, pour ensuite avoir un mid poly que je peux venir ensuite resculpter du détail pour obtenir un high poly. Et maintenant, dans substance, je vais faire un nouveau fichier. Sélectionner, donc c'est mon Robot Toy Low, qui aime bien mes UV et tout. 2048, ok. Là, super. Donc là on voit que j'ai mon objet, mes UV, donc là tout va bien. Donc là maintenant si je veux, je peux venir peindre. Vous voyez que ça vient s'appliquer, ok super. Mais ce que je vais faire c'est plutôt un baking. Là, et je vais lui donner mon high poly. Voilà, donc là ensuite on voit la différence entre le high et le low, là vous le voyez bien ici sur la tête. Le low c'est celui qui est en gris, le high c'est celui qui est en bleu.
Ok, alors on va voir, hein, maintenant si je fais... je coche toutes mes maps. Là je suis en 2048, pour aller plus vite je vais passer en résolution de 512, je vais faire un petit baking, on va voir ce qui se passe. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors, voyons voir. Alors, vous voyez que le 512 s'est passé un petit peu en trop basse résolution, donc je vais quand même le faire en 2048. Ok, alors on voit mieux ce qui se passe. Alors, le détail du high poly c'est bien béqué. Maintenant on a un genre de souci qui est apparu. Vous voyez ici là, c'est comme si les normales, alors, je vais passer ici en vue de matériel pas en single channel mais dans mesh maps normal, tac. Voilà. Vous voyez, c'est comme si les normales avaient calculé le low poly en même temps que le high poly. Alors pourquoi? C'est fait exprès, hein, c'était pour bien vous montrer que lorsque je suis ici dans Blender en shade flat, voilà, et ben en fait le shade flat, alors ici je vais juste revenir en arrière parce que donc j'avais fait une opération sur ma tête, ici j'avais appliqué une subdivision, excusez-moi. Tac 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 tac. Voilà. Juste une subdivision en fait. Ok. Donc en fait le shade flat, vous voyez que donc vient impacter les normal maps dans le baking. Donc c'est important d'être en shade smooth. Voilà. Donc là je vais tout sélectionner. Cliquer droit sur shade smooth. Voilà. Et donc là même si on perd les bords etc, c'est important pour le baking que le mesh en low poly soit bien en shade smooth. Vous voyez ici sur mon nez qui est triangulaire. Je vous montre un peu la structure qu'il a mon nez. Vous voyez que là le shade smooth, bah, il vient carrément faire des trucs bizarres quoi. Il essaye de smoother un angle aigu, donc c'est normal. Alors donc celui-là je vais le réexporter, file, export, en FBX, robot low, selected object only, on n'a pas besoin d'animation, exporter, ok. Et dans Substance maintenant je peux, au lieu de recommencer à zéro, je peux lui dire edit, reimport mesh. Et là regardez, clic. Voilà, il a mis à jour le mesh, donc il a retrouvé le mesh qui était dans mes fichiers. Sauf que maintenant il est bien en shade smooth, et là si je reviens faire mon BX Selected Texture, donc normalement, si le mesh low poly est bien en shade smooth, on n'a plus le souci, maintenant que les bords sont clean. Voilà, et donc là, super, maintenant je peux venir avec des Smart Materials, vu que j'ai un baking, je peux venir l'appliquer sur mon modèle et mon Smart Materials. Après je peux lui changer ses propriétés. Petit robot rouge, tiens. Voilà. Voilà. Après ici maintenant on peut s'amuser évidemment. Donc là je vais par exemple faire un nouveau matériau par dessus. Je vais lui faire un masque noir. Je vais venir avec ici le polygon fill, sélectionner le mesh fill, et là maintenant je peux m'amuser à venir sélectionner tous les morceaux que je vais avoir dans une couleur différente. Par exemple ça, par exemple ça. Et voilà, le petit rendu final de notre robot. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en me contactant directement. Voilà, merci, bonne journée.